Merci, Madame la Ministre, de nous avoir accordé ces quelques instants d'interview. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous vous présenter? Qui est Sylvie Baïpotémo? Votre parcours? Écoutez, donc je suis Sylvie Baïpotémon, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger de la République centrafricaine. Une jeune femme, mère de 2 enfants. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours universitaire en économie, avec une spécialisation dans le domaine des finances. J'ai longtemps travaillé dans le domaine de formation, dans les établissements financiers. Et depuis, donc Sylvie Baïpotémon est ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, un pays qui fait face à un certain nombre de difficultés, mais un très beau pays, majoritairement féminin. Donc je suis aussi représentante de la gente féminine avec d'autres collègues au sein du gouvernement centrafricain. Le 14 décembre 2018, vous remplacez Charles Armel Doumbane au poste de ministre des Affaires étrangères par nomination de la part du président Faustin Archange Touadéra. Comment avez-vous reçu cette nomination de la part du président et comment avez-vous trouvé le ministère? Alors comment j'ai reçu cette nomination? C'était un honneur, parce que je viens d'un parcours totalement apolitique. Je n'appartiens pas à un parti politique et d'autant plus que j'ai étudié et travaillé plus hors de la République centrafricaine. Et c'était tout un honneur parce que c'est l'appel du pays, l'appel à pouvoir être au service de la République centrafricaine. Donc j'ai pris ça de manière avec une fierté. Un parcours assez atypique et puis une nomination qui était assez une surprise parce que je ne me voyais pas, je n'avais en tout cas aucune idée d'un changement de parcours aussi radical. Vous arrivez à ce poste, quelles furent vos priorités immédiates dans la Centrafrique? Écoutez, je suis arrivée dans un contexte assez particulier parce que la République centrafricaine était encore dans les efforts de sortie de crise suite à la grosse crise de 2012-2013. J'arrive aussi dans un ministère qui est celui en charge de la diplomatie centrafricaine, avec justement une priorité qui est de pouvoir ramener la République centrafricaine dans le concert des nations, faire connaître la République centrafricaine, parce que la République centrafricaine, même moi en étant à l'extérieur, elle était peu connue, et le peu qu'on en connaissait, c'était souvent des histoires pas très sympathiques, pas très dignes. Et l'objectif était pour moi surtout, de montrer que la République africaine c'était autre chose que les groupes armés, une population extrêmement résiliente, extrêmement volontaire, que la République africaine dispose aussi de talents, d'hommes et de femmes en capacité de pouvoir relever le défi, qui est le défi d'un pays, et de pouvoir permettre aussi apporter un bien-être, une quiétude, un développement tant à la population qu'au pays lui-même. La question sécuritaire et politique, et surtout géopolitique, sont des enjeux cruciaux pour la Centrafrique. Comment se positionne le pays? Écoutez, le pays tente tant bien que mal de répondre à l'ensemble des enjeux géopolitiques, parce que nous faisons partie du monde, et la mondialisation aujourd'hui oblige chaque État à devoir jouer sa partition, apporter sa contribution. Et ça fait aussi partie d'une des priorités, en tout cas de l'option, de ma conception surtout, de la diplomatie centrafricaine, était de pouvoir dire la République centrafricaine ne doit pas rester en marge des sujets géopolitiques, géostratégiques, parce que, elle est concernée, au plus grand titre, parce que la situation géopolitique et sécuritaire connaît des cycles assez d'instabilité, et de plus, elle est aussi confrontée, comme tout autre État, aux enjeux, à l'actualité mondiale, donc les effets du changement climatique, même la paix au niveau international, parce que la République centrafricaine a connu et connaît encore des soubresauts, mais le monde connaît que ça, et nous pouvons aussi, de par notre expérience, participer à améliorer cela. Les enjeux sont énormes. Il nous faut participer à l'ensemble des conférences, des colloques qui parlent de ces enjeux au niveau mondial pour faire entendre notre voix.
et participer également du niveau sous-régional. Il faut être actif. Nous allons revenir sur la question sécuritaire. Depuis 2013, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, suite au renversement de l'ancien président, François Bozizé, la Centrafrique est en proie d'attaques ciblées répétées, commises par des groupes rebelles. Vous l'avez souligné légèrement aussi tout à l'heure. Quelles sont les actions que les autorités centrafricaines ont mises en place pour résoudre ce problème sécuritaire interne? Écoutez, les actions qui ont été mises en place ont été avec l'appui de la sous-région et de l'Union africaine, également de notre organisation continentale et de la communauté internationale. C'est de mettre en place un processus pour le retour à la paix, un processus politique pour la paix et la réconciliation, qui d'ailleurs a été marqué par des pourparlers qui se sont tenus à Khartoum et la signature d'un accord politique pour la paix et la réconciliation à Bangui le 6 février 2019. Et l'ensemble de ce processus a connu certaines fluctuations, certaines difficultés, mais la trajectoire de la paix est entamée. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais nous nous accrochons parce que la paix, vous savez que la paix est un concept assez abstrait et aucun État dans le monde ne peut se prévaloir d'être en paix. C'est un processus qu'il faut maintenir pour garantir cette paix. Et ce qui est important, surtout pour la République centrafricaine, parce qu'effectivement, il y a eu cette grosse crise de 2013, mais l'histoire de la République centrafricaine vous démontrera que c'est un pays qui est en proie aux crises de manière assez cyclique. Parce que pour revenir à ces rebelles, ces groupes armés, en tout cas leurs leaders, sont des leaders qui sont connus en République centrafricaine, qui ont sévi avant, les mêmes qui étaient... il n'y a eu que des changements de nom. Ils se sont appelés libérateurs, ils se sont appelés Seleka, ils se sont appelés CPC, donc ce sont souvent les mêmes. Donc il fallait mettre en place ce processus politique pour arriver à asseoir. Je ne parlerai pas de paix, mais de stabilité. Il faut asseoir la stabilité pour permettre d'entamer la marche du développement économique qui pour moi, est la seule garantie d'une paix et d'une paix durable. Comment définissez-vous la présence de la Russie en Centrafrique? En 2021, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, fustigeait la présence de Wagner, qui, selon lui, est une société mercenaire qui fait la guerre par procuration. Il dit encore que les mercenaires russes se substituent à l'autorité de l'État centrafricain. Que répondez-vous à ces assertions? Écoutez, j'ai eu l'occasion de répondre pour déjà dire qu'à un moment, il faut qu'on soit cohérent au niveau même si les enjeux de la géopolitique sont des enjeux individuels, en tout cas de chaque État, et ce que je comprends, parce que chaque État défend ses intérêts, mais il faut aussi comprendre qu'en tant que ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, j'ai pour rôle de défendre les intérêts de la République centrafricaine. Et dans ce sujet, donc, quelle est l'état de la relation avec la Fédération de la Russie? C'est une relation qui est cordiale, une relation qui se veut dans un cadre de partenariat mutuel, qui tient compte des besoins, des attentes, des demandes de chaque pays. Et c'est un partenariat comme tout autre partenariat. Si vous regardez l'état du partenariat de la République centrafricaine et surtout au rapport avec les propos qui ont été tenus, la République centrafricaine, la Fédération de la Russie est en République centrafricaine depuis peu, mais la République centrafricaine n'est pas un État en difficulté depuis 2021. Elle est en difficulté depuis même le début de l'indépendance. C'est un État qui a connu beaucoup de coups d'État, beaucoup de mutineries, beaucoup de tentatives de déstabilisation. On ne va pas le dire que ce sont les Russes qui se sont accaparés l'autorité de l'État. Non, les Russes sont venus en tant qu'alliés. Alors effectivement, la République centrafricaine est un État souverain, donc elle est en droit de pouvoir choisir ses partenaires et surtout de choisir en fonction du partenaire qui répond à ses besoins, à ce dont elle a besoin, ce qu'elle sollicite. Donc la Fédération de la Russie, comme le Rwanda, a répondu à l'appel d'aide et d'appui de la République centrafricaine. Nous leur avons ouvert la porte. Pour terminer sur ce sujet, je pense que quand on parle de société militaire privée, il faut aussi avoir une certaine cohérence dans ce que l'on dit. Il ne faut pas du deux poids, deux mesures. Parce que oui, il y a des sociétés militaires privées en Fédération de Russie. Oui, il y a des sociétés militaires privées partout ailleurs.
En République centrafricaine, nous avons également Amarante International qui intervient sous, je ne sais plus le nom de la compagnie, mais c'est une société militaire privée aussi. On n'en parle pas. Pourquoi ne parler que d'une et d'autre? Si on veut venir en appui de manière sincère, constructive, pour aider un pays en proie à des difficultés, la République centrafricaine est un pays vaste, un pays qui a besoin de partenaires pour l'aider à se stabiliser, pour l'aider à se développer. Chaque partenaire a ses compétences, a ses expériences, et on voit d'ailleurs du fait de la mondialisation que ces mêmes partenaires qui ne veulent pas travailler ensemble en République centrafricaine travaillent ensemble ailleurs. Les sociétés militaires privées, nous en avons vu en Irak, nous en avons vu en Syrie, nous avons vu en Libye, mais la République centrafricaine est mise sur le phare, sur le feu, en disant qu'il y a des non. Je pense qu'il faut... c'est tout simplement une volonté je l'ai dit, d'infantiliser un pays, de dénigrer, de diffamer sur un pays, parce que la situation de la République centrafricaine, elle est connue, elle date de plusieurs décennies, et s'il y a une vraie volonté de vouloir l'appuyer à sortir de cela, je pense qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on en parle, mais de manière totalement honnête, sans trouver des prétextes ou des boucs émissaires qui ne le sont pas. Parce que la République centrafricaine n'est pas en difficulté depuis seulement 2020-2021. Elle est depuis. Poser des questions à la population. La population vous dira qu'elle veut sortir de cet état, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son Excellence le Président Faustin Archange Touadéra se bat pour cela, parce qu'il a été élu par un peuple, et il a le devoir de répondre aux attentes, aux aspirations de ce peuple, d'ouvrir, comme je l'ai dit, la diplomatie, elle doit se diversifier, et la population centrafricaine est heureuse de voir cette diplomatie prendre de l'ampleur, s'ouvrir à d'autres. La Fédération de la Russie a toujours été présente, d'ailleurs, en plus, en termes d'ambassade, de représentation à Bangui. Ce n'est pas une nouveauté, elle est plus active aujourd'hui, mais c'est parce que la situation sécuritaire de la République centrafricaine le nécessitait. Et ça veut dire aussi qu'auparavant, nous avons failli. Donc il faut plus se poser la question de savoir où est-ce que nous avons failli ensemble. Ce n'est pas de la seule responsabilité de la République centrafricaine, parce que je vous parlais de processus politiques et autres, il y a beaucoup de processus, et vous l'entendez dans l'actualité, où il est souvent recommandé à la République centrafricaine de dialoguer avec les rebelles. Nous n'avons fait que ça. Nous n'avons fait que des dialogues avec les rebelles. Nous avons mis des gouvernements en place sous cette pression. Et d'ailleurs, on nous reproche encore quand on veut dire on fait un dialogue République centrafricaine. Il faut dialoguer. Oui, il y a des instances, nous n'avons pas refusé. Le président de la République est un homme de dialogue. Il a tendu la main aux fils et filles du pays qui ont pris les armes, parce que la paix n'a pas de prix et qu'il faut qu'on construise ensemble. Nous pouvons avoir des divergences, mais nous devons œuvrer pour quelque chose qui nous est cher. Donc nous devons travailler à cela, et la communauté internationale, la sous-région, doit pouvoir œuvrer, parce que ça fait partie de notre devoir en tant qu'État de l'Organisation des Nations Unies, qui a pour principale action de garantir la paix au niveau du monde. Et la paix au niveau du monde, aujourd'hui, elle est remise en question, donc, et ce n'est pas du fait de la République centrafricaine. Les relations entre Paris et Bangui ne sont toujours pas apaisées, depuis les incidents diplomatiques. Y a-t-il espoir de voir une certaine décrispation entre les deux pays? Écoutez, oui, vous savez, tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir. Je pense que oui, parce qu'il y a dans l'histoire aussi, encore une fois, de la République centrafricaine et même de la République française, des périodes plus tendues que d'autres. Maintenant, ce qui est important en tant qu'homme avec un grand H, c'est de rester dans cet état d'esprit, de dire que nous sommes là, en tout cas nous, autorités, en tant que représentants d'État, travaillant à œuvrer pour un État. Donc il est important de sortir un peu de ces sujets un peu émotionnels, un peu personnels, pour nous dire qu'est-ce que nous voulons faire de nos États, des relations, et en sachant que quand on écoute le monde, l'Afrique est l'avenir de demain. La République centrafricaine fait partie du continent africain, est un État membre de l'Union africaine, et elle n'a aucune raison de pouvoir continuer à rester en marge. On ne peut pas rester en marge du monde et en marge de l'Afrique. Il nous faut participer à cela. Nous menons les efforts pour
faire valoir aussi notre place, et nous disons simplement à nos partenaires, la République française en particulier, parce que nous avons une histoire. Une histoire, c'est une histoire, que nous voulons ou pas malgré nos tensions actuelles, cette histoire elle est là, elle existe, elle est vraie. Je pense que la République centrafricaine est un pays qui a toujours été très courtois, très ouvert, très hospitalier. La République centrafricaine n'est pas fermée, elle est tout simplement disposée à continuer à travailler, même sur des sujets qui fâchent. Mais c'est notre rôle en tant que représentant de l'État. Nous, les hommes, nous passons, mais l'État reste. Donc si aujourd'hui, ceux qui sont en place ne sont pas en capacité de décrisper cette situation, bah, nous allons espérer que ceux qui viendront après nous seront beaucoup plus lucides et plus ouverts à cet état du monde qui nous impose de devoir travailler ensemble. Nous allons revenir sur les travaux du président centrafricain, surtout sur la question monétaire. Le gouvernement central de Bangui a fait aussi un travail remarqué sur la scène internationale, mais surtout au niveau du continent africain où la question du franc CFA passionne. Le président Faustin Archange Touadéra a lancé le projet de sa propre crypto-monnaie, le Sango, et du futur premier crypto-hub africain à fiscalité nulle. Pourquoi c'est nécessaire et important de mettre en place cette nouvelle monnaie et quels sont les enjeux? Alors pourquoi c'est important? C'est important pourquoi? Parce que, encore une fois, la République centrafricaine doit aussi appartenir à son temps. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la République centrafricaine qui a inventé la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est la tendance mondiale. La seule différence, c'est que la République centrafricaine a voulu faire les choses bien, en disant on légifère sur une loi pour bien circonscrire tout cela, chose qui n'a pas été faite ailleurs et qui ont amené des difficultés. Donc nous avons déjà suffisamment notre lot de difficultés, donc il nous faut aussi arriver à normer un certain nombre de choses. Et sans oublier que les efforts que nous menons aujourd'hui en République centrafricaine, c'est pour arriver à bâtir un état de droit. Donc nous ne pouvons pas tenir cette option tout en faisant des choses qui ne soient pas claires. Il est vrai que le sujet du franc CFA passionne beaucoup sur le continent africain, parce que vous savez, quand vous arrivez au bout d'un certain nombre d'années à une étape de la vie, donc un état c'est la même chose, il faut pouvoir se poser des questions, pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous avons tant de difficultés, et la monnaie est le point central des échanges et même des relations entre nos différents pays. Nous le voyons davantage encore avec la crise russo-ukrainienne actuelle. Et nous avons aussi, nous sommes des jeunes États, nous pays africains, en tout cas la République centrafricaine en particulier, nous apprenons aussi à comprendre un petit peu le fonctionnement du monde, la géopolitique, la géostratégie. Nous suivons les évolutions de ce monde. La crypto-monnaie est tendance à aujourd'hui et aussi une option pour la République centrafricaine pour diversifier son partenariat, parce que certains États sont beaucoup plus avancés dans son domaine. Donc pourquoi pas innover? Nous avons besoin de faire un cap pour arriver à relever la République centrafricaine. Et il y a eu toute une médiatisation sur un sujet qui en fait est un non-événement. Parce que c'est plutôt la République centrafricaine est très, très regardée, très convoitée, et effectivement certains choix, certaines options, certaines décisions peuvent apporter quelques préoccupations. Mais quand vous regardez ce que dit la République centrafricaine, notamment avec sa crypto-monnaie, le Sango Coin, c'est tout simplement ce qui se passe sur les marchés réglementés ou non réglementés, tout simplement. Vous avez des valeurs mobilières qui sont mises sur la place et les investisseurs, en tout cas, peuvent venir. Et nous avons, besoin, en République centrafricaine, de mobiliser les investisseurs pour nous aider au développement de la République centrafricaine. Nous avons énormément de projets, énormément de besoins. Nous avons besoin de mettre en place des infrastructures routières pour asseoir la paix, parce que les infrastructures routières contribuent, tout ce qui contribue à stabiliser le pays doit être mené, et nous n'allons pas continuer à attendre 2025, 2030, non, c'est maintenant qu'en tant qu'autorité, nous devons rendre à cette population les fruits de sa résilience. Et la seule différence, et ce qui fait, alors selon moi, beaucoup d'émoi,
c'est le fait que la crypto-monnaie se passe dans un cadre non circonscrit, non maîtrisé par nos experts du marché monétaire mondial, donc quelque chose qui leur échappe un peu, qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Mais la République africaine fait partie de la communauté économique monétaire des États de l'Afrique centrale. Elle a encore le franc CFA. Elle donne la possibilité d'avoir cette monnaie virtuelle, non pas en remplacement, mais en complément, parce qu'aujourd'hui, c'est une monnaie virtuelle qui répond aux besoins de l'étape mondiale aujourd'hui. Nous sommes avec toute cette évolution technologique, nous tendons vers ça. Quand on nous dit que maintenant il faut payer avec l'appareil photo, bientôt nous allons avoir une puce qui va nous permettre d'avoir toutes nos informations identitaires et autres, même de paiement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont peut-être nous placer une puce dans le doigt, dans le bras pour pouvoir faire les choses. Donc la République africaine doit évoluer aussi en fonction de cela. Nous sommes un pays majoritairement jeune, donc une population qui est très axée sur ces nouvelles technologies, qui est en attente de cela. Donc nous ne devons pas rester dans la préhistoire, nous devons avancer avec cela. Il faut que cela soit compris, il faut que ce soit accepté, et tout simplement pour que ça soit accepté, il faut dialoguer. Il faut communiquer ensemble pour que nous puissions expliquer de manière très simple l'aspiration de la République africaine, parce que c'est bien beau de dire que la République africaine est un pays à forte potentialité. Nous avons des potentialités, mais il nous faut aussi faire la promotion de ces potentialités, et tout en réfléchissant à comment ces partenaires pourront avoir accès, et puis en offrant, en étant disponible et en permettant une offre qui réponde à la tendance du moment, à la technologie du moment. Nous avons Orange Money. Orange Money, même dans l'arrière-pays, nos paysans utilisent Orange Money. Il n'y a pas eu quand la République africaine s'est mise aussi au pas là-dessus, nous n'avons pas eu de grands débats médiatiques, mais c'est aussi une nouveauté technologique. La crypto-monnaie est une évolution technologique auquel la République africaine se doit d'être aussi sur le pas et en marche sur ce sujet-là. Comment définissez-vous la place de la Centrafrique sur le plan international ? Écoutez, c'est donc que la République africaine, aujourd'hui, est de plus en plus connue, et je dirais même sans prétention aucune, de plus en plus appréciée. Ce n'est pas que le pays à problème, le pays à groupe armé. Il y a des hommes et des femmes qui aspirent à beaucoup de choses, qui se battent pour pouvoir faire partie de cette communauté internationale en tant qu'État souverain. La place de la République centrafricaine aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, avec un certain nombre de difficultés, mais elle a sa place. Elle a toute sa place, elle répond. Moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, quand je participe à des réunions qui ne sont pas forcément sur le sujet de la République centrafricaine, nous donnons aussi au nom. Donc je porte la voix de la République centrafricaine et je donne l'opinion de la République centrafricaine sur des sujets qui concernent les autres, qui concernent le plan international. Et surtout, ce que nous disons, c'est que nous avons aussi notre manière de penser, notre approche, notre point de vue, et que la République africaine est, en tant que, alors je ne vais pas repartir dans ces sujets de pays alignés, non alignés ou autres, mais la République africaine est un État jeune État par rapport à d'autres, certes, mais un État qui aujourd'hui ne porte plus de couche, ne prend plus le biberon, marche seul. Et donc elle veut aussi montrer qu'elle a cette capacité et qu'elle a des hommes avec un grand H qui ont la capacité, qui ont étudié, qui ont la capacité d'œuvrer et d'œuvrer efficacement pour faire comme d'autres pays, qui sont aussi des pays sous-développés. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde qui est en train d'émerger également. Pourquoi pas la République centrafricaine ? Et c'est ça cet espoir qu'a la République centrafricaine, parce qu'elle elle voit de l'histoire des pays qui ont été dans des situations parfois beaucoup plus délicates et qui aujourd'hui sont à niveau. Donc, mais pour être à ce niveau-là, il faut tout simplement travailler. Et au niveau de la communauté internationale, ce que l'on demande, c'est qu'elle puisse nous appuyer à créer, à mettre en place les conditions propices pour que le gouvernement centrafricain puisse travailler efficacement. Vous avez parlé de l'Inde ou de la Chine. C'est vrai que vous collaborez actuellement avec la Russie, mais peut-être avec d'autres États.
pour résoudre la question sécuritaire dans le pays. Est-ce que la Centrafrique compte s'ouvrir à d'autres pays comme l'Inde, la Chine, la Turquie ou l'Allemagne par exemple? Tout à fait. Et pensez-vous que les autorités centrafricaines doivent diversifier leur collaboration avec les autres pays? Oui, je le pense, et en tout cas, comme je l'ai dit au début, c'est aussi ma conception de la diplomatie centrafricaine. Vous savez, moi, j'ai étudié à l'extérieur, j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai eu l'occasion de voyager pour des vacances ou dans le cadre professionnel, et de voir que chaque État est spécifique. Et la diversité est une richesse. La République centrafricaine a aussi, en tout cas, ne peut pas se permettre le luxe de vivre en huis clos ou avec un nombre restreint de partenaires. Tout simplement, parce que l'état aujourd'hui du monde montre que tous les pays sont en difficulté. Donc il nous faut diversifier pour permettre de rattraper ce retard qu'a la République centrafricaine. Et chaque pays a ses compétences dans des domaines divers et variés. Donc à nous aussi d'être stratégiques, d'aller vers les pays en fonction de nos besoins. Il y a de la place pour tout le monde. Nous devons pouvoir justement, dans les partenariats que nous mettons en œuvre, travailler sur les spécificités de chaque pays et travailler justement sur cette coopération. Nous avons tout intérêt à diversifier. Aussi, pourquoi? Parce que le monde évolue. Le tiers-monde, les pays sous-développés d'il y a une dizaine des décennies passées ne sont plus les mêmes. Des pays en difficulté il y a encore que juste quelques années ne sont plus les mêmes non plus. Ça évolue vite. Vous savez, le monde passe très vite. 10 ans pour un pays, c'est peu de choses. Nous pouvons évoluer très rapidement et nous avons besoin justement d'appui pour cela. Mais cet appui, nous devons le faire de manière stratégique avec des États en capacité de pouvoir réellement nous aider. Aujourd'hui, nous travaillons déjà avec plusieurs pays parce que peut-être qu'effectivement on n'en parle pas beaucoup, mais nous travaillons avec la Chine. La Chine est présente, même sur le plan sécuritaire. Vous savez, la nature a horreur du vide. Il y a eu quelques retraits de certains partenaires, mais d'autres qui, conscients des difficultés de la République africaine, ont proposé des appuis. Nous avons des appuis donc, au niveau de la Chine, de la Fédération de la Russie, du Rwanda. Quand il y a eu des difficultés au niveau de la sous-région, d'autres États ont soutenu. Nous avons le Gabon qui est un pays qui a toujours été en solidarité avec la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. Donc il y a des partenaires. Nous avons une représentation suisse qui s'est installée en République centrafricaine. Donc les choses avancent doucement mais sûrement. Et c'est mon devoir, en tout cas ça fait partie de mes objectifs, de poursuivre cela avec la Turquie notamment. Nous avons fin 2021 eu un sommet Afrique-Turquie où la République africaine a exprimé son souhait de justement raffermir, renforcer, consolider la relation avec la Turquie, parce que la Turquie aujourd'hui dans le monde est un acteur extrêmement important. L'Allemagne au sein de l'Union européenne, parce que vous savez, vous arrivez en République centrafricaine, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne sont pas très connus, parce qu'ils n'en connaissent pas beaucoup. Généralement, ils n'ont pas résidence, les représentations n'ont pas résidence en terre centrafricaine. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus de rencontres. L'Allemagne, au sein de l'Union européenne, est un État en capacité économiquement et même sécuritairement de pouvoir apporter quelque chose. Et c'est pour ça que la République africaine doit pouvoir se prendre en main, de bien faire les choses, être dans un partenariat. Vous parlez tout à l'heure des pays de la sous-région qui rapportent la Centrafrique avec les instances régionales, notamment l'Union africaine. Écoutez, nous avons des rapports très cordiaux, d'excellents rapports. Cette sous-région, quand des moments de difficulté, nous leur avons toujours fait appel, elle a toujours répondu présent. L'accord politique pour la paix et la réconciliation a été mené sous l'égide de l'Union africaine. Donc c'est aussi une instance importante pour la République africaine parce que c'est le lieu où nous nous retrouvons, les 54 pays, pour pouvoir parler de nos situations, comprendre aussi la situation des autres, échanger et créer justement ce partenariat utile et mutuellement pour le développement de chaque État, et c'est très important. Vous avez également les sous-régions. Nous avons la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Nous avons la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL.
d'autres, la Commission du bassin du lac Tchad, beaucoup d'instances qui nous permettent d'œuvrer ensemble. Parce que autant la République centrafricaine doit mener des efforts pour sa stabilité, mais c'est une stabilité qui doit apporter à la République centrafricaine, mais qui doit aussi contribuer au développement de l'Afrique centrale, également de l'Afrique. Chacun doit pouvoir apporter sa part. Quand on dit que l'Afrique est l'avenir de demain, il faudrait que cet avenir de demain profite en premier lieu aux Africains et aux Africaines. Madame la ministre, nous arrivons presque à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir en tout cas de vous écouter, défendre les intérêts de la Centrafrique, mais aussi expliquer les questions géopolitiques, sécuritaires surtout, et puis les besoins des Centrafricains. Avez-vous un message? Quel message voudrait lancer la Centrafrique à ses alliés, mais aussi à la communauté internationale? Écoutez, je pense que s'il y a un message important que je voudrais lancer, c'est de dire qu'il nous faut changer de paradigme au niveau de nos partenariats, en tout cas au niveau de la mondialisation. Parce que le concept sur lequel il a été pris aujourd'hui a créé beaucoup plus de chaos qu'autre chose. Le cas de la République centrafricaine est un cas assez important. La République centrafricaine, il faut le dire, est un pays convoité. Il y a convoitise du fait de ses potentialités, mais c'est un pays vaste, peu peuplé, et qui a de quoi offrir à la communauté internationale, à l'Afrique, mais il faut que les choses soient faites dans une relation qui soit équitable, donc avec équité, et en premier lieu que les partenariats que la République centrafricaine mène se fassent pour le bien-être de la population centrafricaine. Donc c'est un message d'ouverture, de main tendue à tous les pays d'Afrique et du monde pour apprendre à connaître la République centrafricaine. Donc il y a des difficultés comme tout autre pays, mais de venir en République centrafricaine, découvrir un pays qui a beaucoup à offrir au monde, tant bien qu'on puisse l'écouter davantage, qu'on puisse s'asseoir avec elle pour discuter et dire comment nous pouvons nous entendre pour avancer. La République centrafricaine, quand elle demande de l'appui, il ne faut pas confondre avec, comment je pourrais dire ça, avec l'assistanat. Non, c'est aujourd'hui le besoin d'être appuyé sincèrement et de manière constructive pour que les efforts que nous menons et que la République centrafricaine puisse se développer enfin, parce que le développement de la République centrafricaine bénéficiera à la population centrafricaine en premier lieu, certes, mais elle bénéficiera également au monde. Nous avons en République centrafricaine les matières premières dont le monde a besoin. Quand nous voyons qu'il y a des fluctuations, de l'inflation qui met en difficulté les populations au niveau du monde, c'est parce qu'il y a aussi une mauvaise répartition de la gestion de nos échanges au niveau mondial. Donc toutes ces grandes instances devraient s'asseoir et réfléchir sur un monde nouveau où l'Afrique, qui est l'avenir de demain, soit plus écoutée, plus considérée et soit aussi considérée en tant que partenaire au même titre que d'autres partenaires, et nous sommes tous des États, nous sommes nés de la même façon, à des étapes différentes, mais comme dans toute une vie, nous naissons, mais nous avons aussi une fin. Donc il n'y a pas d'immortels parmi nous, mais nous avons le devoir en tant que mortels de travailler à laisser à nos générations futures un monde meilleur, et parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas bon. Il n'est pas bon du fait de nos choix, de certaines décisions qui ont été des décisions trop hâtives, non réfléchies, sans considération de certains et d'autres. Donc il nous faut arriver je dis souvent, on parle beaucoup d'action au nom de l'humanité, mais il nous faut changer ce paradigme et plutôt pratiquer l'humanité. Si nous pratiquons l'humanité, le monde sera meilleur. Et avec cohérence, surtout dans nos propos, sans deux poids, deux mesures. Merci, Madame la Ministre. C'est moi qui vous remercie.